Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris et j'ai le plaisir d'accueillir deux véganes. Merci d'être là. On va essayer de comprendre un peu vos motivations. Alors, Élodie Vieille-Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre que je recommande, Révolution végane, inventer un autre monde, aux éditions Duno. À vos côtés, Yaniv Fitoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole donc pour l'Association végétarienne de France. On aura l'occasion de reparler avec vous justement de l'articulation avec le levier politique par rapport aux idées véganes. Élodie, agrégée de mathématiques, docteur en sciences sociales, vous avez une approche analytique du véganisme ? Alors j'essaie d'avoir une approche la plus rationnelle possible et la plus fondée scientifiquement. Le véganisme, l'alimentation, ça touche à beaucoup d'aspects de nos vies, de nos sociétés, comme l'agriculture, l'écologie, l'emploi, l'économie, l'éthique bien sûr. Donc j'essaie d'avoir une approche la plus rationnelle possible pour pouvoir déjà moi-même être bien informée et puis pour pouvoir faire porter ma parole. Qu'est-ce qui vous a fait, ça va pas vous plaire, basculer dans le véganisme? Quand? Quelle est l'image? Quelle est la prise de conscience? Alors, je vais vous donner plusieurs éléments. Je suis issue d'une famille d'éleveurs de Franche-Comté. Mon grand-père était éleveur de vaches laitières, c'était quelqu'un de très sensible. Et j'ai souvent entendu l'histoire des larmes de mon grand-père quand il envoyait ses vaches à l'abattoir. Mon grand-père était profondément attaché à ses animaux. Et je pense que pour lui, c'était inéluctable d'une certaine façon d'envoyer ces animaux se faire tuer à la fin de leur existence. Donc c'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui fait que j'ai évolué progressivement vers le véganisme. Ça a pris beaucoup de temps. Et puis l'autre élément qui m'a fait évoluer vers le véganisme, c'est la question écologique, la question du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité. J'ai fait une thèse de sciences sociales sur les multiples alertes autour de la crise écologique et pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à entendre ces alertes depuis les années 70. Aujourd'hui, j'ai envie d'être engagée puisque je pense que la situation est assez urgente et je sais que l'alimentation, c'est vraiment un lieu central, un levier très efficace pour réduire notre impact sur les écosystèmes. Alors, vous êtes engagée puisque vous êtes présidente de l'Association végétarienne de France. J'ai encore une question. Vous dites aujourd'hui, il y a un enjeu de biodiversité autour du fait d'être végétarien ou vegan. En fait, l'élevage à l'échelle de la planète, c'est 75% des surfaces agricoles. On empiète vraiment énormément sur les zones sauvages. On parle beaucoup, par exemple, de la déforestation de l'Amazonie. On parle des monocultures de soja avec du glyphosate en Amérique du Sud. Il faut savoir que tout ça, c'est pour nourrir les animaux d'élevage. Tout ça, ça se fait vraiment au détriment d'écosystèmes très riches. Et aujourd'hui, l'UICN, donc l'Union internationale de conservation de la nature, estime que sur à peu près 8000 espèces menacées, il y en a 4000 qui sont menacées par la déforestation et 4000 par les cultures intensives qui sont souvent pour nourrir les animaux d'élevage. Donc si on veut agir pour la biodiversité, c'est vraiment un levier très efficace. D'ailleurs, c'est ce que Gilles Boeuf, le directeur du Muséum d'histoire naturelle, présente comme la manière la plus efficace. Vous savez, tous les éleveurs des Alpes ou d'ailleurs qui nous écoutent vont vous dire oui, mais quand on fait des prairies, il n'y a pas de souci, on capte du CO2 notamment. Oui, alors c'est vrai que les prairies captent du CO2, mais il faut savoir que les animaux qu'on met sur ces prairies émettent énormément de CO2, de méthane. Et il faut savoir que selon les experts du FCRN, qui est un fonds consacré à la conservation de la nature, bien souvent, revenir à un état boisé antérieur, ce serait meilleur en termes de captation du carbone. Maintenant, si on pouvait déjà fermer tous les élevages industriels, ce serait déjà un grand progrès. Yaniv, votre idée, c'est de dire qu'il faut créer un parti, il faut faire un levier politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour vous, à votre idée, hein. Alors, je ne pense pas qu'il faille créer un parti. Il existe déjà des partis qui luttent pour la cause animale. Mais je pense que dans tous les partis, la cause animale doit être présente et notamment aussi la cause écologique doit être dans tous les partis. Après, chacun à sa manière, on peut militer pour, pas avec un parti, mais avec des associations pour aller voir les élus, voir les responsables politiques et essayer de faire pencher la balance vers un monde plus végétal, plus doux pour les animaux et vivre plus en paix avec eux. Donc le levier politique, ça peut passer par l'information sur les subventions, l'information sur les transitions possibles et puis également la restauration collective qui est un énorme levier pour... qui est aux mains des mairies par exemple, pour apprendre à manger végétal et puis diminuer notre impact carbone. Alors, vous allez saper le moral des éleveurs qui nous écoutent, parce que les éleveurs ont annoncé hier ici, dans le cadre du salon, que
Ils étaient prêts, alors que c'est leur métier, leur job, leur production, leur moyen de vivre, à inciter au flexitarisme, c'est-à-dire le fait de baisser la consommation de viande. Et vous vous dites non, c'est une posture. Alors, c'est une bonne chose si les gens diminuent et que si c'est le message qui est véhiculé de diminuer. Nous, après, on est plus sur une position abolitionniste, c'est-à-dire qu'on aimerait sortir de la mise à mort des animaux à un âge précoce, parce qu'on trouve ça violent. Ces éleveurs-là, on n'est pas contre eux. En fait, on peut les accompagner. Nous, on est pour des politiques qui les accompagnent. C'est-à-dire pourquoi le levier politique? C'est parce que d'eux-mêmes, avec leurs propres moyens, la situation est déjà difficile pour eux, pour un certain nombre d'entre eux. On parle de suicide, etc. C'est des conditions très dures. Et puis en plus, ils sont ultra subventionnés parce que c'est une filière qui a beaucoup de difficultés économiques. Donc nous, on n'est pas contre eux. On aimerait justement politiquement proposer des plans de transition pour les accompagner vers une production plus végétale et petit à petit aller vers d'autres filières. Tous les éleveurs ont un terrain. Il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de transitionner dans le temps, donc ça ne sera pas du jour au lendemain, mais on peut les aider à transitionner vers des cultures végétales. On a rencontré, nous, des éleveurs qui ont fait cette démarche parce qu'ils avaient le cœur trop gros en envoyant les bêtes à l'abattoir, quand ils les voyaient monter dans le camion. Et ils se sont dit, voilà, avec mon terrain, qu'est-ce que je peux faire? Et il y a des filières beaucoup plus rentables, dans le végétal notamment, mais ça demande un changement d'état d'esprit. Et puis, il faut aussi que le grand public accompagne cette démarche en justement étant moins gourmand en produits provenant des animaux et en allant vers plus de végétal. Ce sera meilleur pour la santé et pour l'écologie. Et sans vraiment vous offusquer, vous savez que vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans un monde dont la consommation de viande ne va faire que progresser durant des années. Dans tous les pays, dans tous les continents, dans les pays émergents, la viande augmente. Alors ça augmente, certes, mais ce n'est pas inéluctable. C'est-à-dire que, par exemple, en Chine, il y a des plans nationaux pour inciter les gens. Il y a des spots publicitaires en Chine, notamment, qui incitent les gens à manger moins de viande. Avec le réalisateur James Cameron, Arnold Schwarzenegger, etc. Donc ils mettent le paquet là-dessus sur la communication parce qu'ils se rendent compte que l'élevage est très gourmand en terre, est très gourmand en eau et ça va poser des problèmes vu la croissance de la population mondiale, ça pose des problèmes dans tous les pays. Et donc on est peut-être une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui progresse plutôt rapidement. Donc dans le monde, le phénomène vegan évolue très rapidement. Il y a de plus en plus de militants, il y a plus de gens sensibilisés. Et c'est notamment, vous parlez du flexitarisme prôné par la filière viande, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une prise de conscience et il y a des changements d'habitude. Donc ils essayent d'accompagner ça. Mais finalement, quand les gens auront de plus en plus d'informations, la consommation va baisser forcément. Élodie, quelle est la limite de l'animal? C'est-à-dire à partir de quel moment on considère qu'on peut le manger ou pas le manger, le mettre à mort ou pas le mettre à mort? Est-ce qu'un rat est un animal? Est-ce qu'une huître est un animal? Est-ce qu'une bactérie est un animal? Alors, il y a deux questions différentes. La limite entre ce qui est un animal et ce qui est un végétal, c'est défini par la biologie. Et il y a une autre question qui est posée par les éthiciens, enfin les gens qui font de la philosophie morale. C'est à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'un animal est un patient moral? C'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'il est capable de souffrir? On parle de conscience affective ou de sentience. En 2016, non je me trompe, excusez-moi, en 2009, un certain nombre de grands scientifiques, dont Stephen Hawking, l'astrophysicien, ont signé ce qui s'appelle la déclaration de Cambridge sur la conscience. Et dans cette déclaration, ils affirment que tous les mammifères, mais aussi les oiseaux et un certain nombre d'animaux marins sont dotés sans aucune équivoque de la conscience affective. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'ils ont des états psychiques, ils ont des états affectifs, ils peuvent éprouver le plaisir ou la souffrance. Il y a des animaux pour lesquels il peut y avoir encore controverse, par exemple les insectes ou par exemple certains mollusques, mais vraiment les mollusques les plus simples comme les lamellibranches, c'est-à-dire les moules et les huîtres. Pour d'autres grands mollusques comme les céphalopodes, c'est-à-dire les pieuvres, il n'y a vraiment aucune controverse sur le fait que ces animaux sont capables de souffrir. Donc les gens qui font de la philosophie morale, donc on connaît bien Peter Singer par exemple, qui est l'auteur de La Libération animale, s'accordent à dire qu'à partir du moment où les animaux sont des sujets, sont des patients moraux, on ne doit pas leur infliger de souffrance sans nécessité et en particulier on ne doit pas les mettre à mort pour répondre à nos propres désirs. Vous connaissez des véganes qui mangent des huîtres? Alors, stricto sensu, on ne pourrait pas se définir comme vegan peut-être si on mange des huîtres, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de militants animalistes en tout cas qui mangent des moules et des huîtres parce que pour l'instant, il y a encore une ambiguïté sur leur capacité à souffrir. On recevait des gilets jaunes et on leur posait la question, est-ce que vous, gilets jaunes, vous êtes d'accord avec l'évolution des mouvements, des propos, de l'image des gilets jaunes? Et certains disaient,
Pas trop. Est-ce que vous, quand vous voyez par exemple des actes qui sont assez forts, assez violents contre les boucheries, est-ce que vous êtes solidaire ou pas? Alors moi, de manière très pragmatique, je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'on travaille depuis très longtemps pour faire passer des idées qui sont des idées de tolérance, d'ouverture, d'empathie, de considération d'autrui. Et je pense que des actes comme ça ferme tout de suite la porte à toute discussion, à toute évolution. Voilà, moi je viens d'une famille d'éleveurs. Je pense que personne ne veut mal agir. En fait, on a tous le souci de bien agir. Il y a beaucoup d'éleveurs qui aiment leurs animaux, mais qui peut-être sont pris dans un système. Peut-être ont fait des emprunts qui sont lourds. Peut-être n'ont pas été encouragés à s'engager dans d'autres filières. Donc je crois que vraiment ce qu'il faut, c'est créer du lien, c'est créer du dialogue, et c'est vraiment ça qu'on a envie de favoriser dans mon association. J'aimerais dire un mot là-dessus, je suis d'accord avec Elodie, effectivement. Juste sur l'aspect violence, en fait, aucun boucher n'a été personnellement touché physiquement. Donc bon, y a toute une étude du terme violence qui est est-ce que du matériel, est-ce que c'est de la violence? Agression au matériel, on va dire. Voilà. Pour moi, du matériel, donc effectivement, c'est mal reçu par le propriétaire du matériel, mais en soi, on n'est pas arrivé à de la violence. Là, je pense notamment, j'ai une pensée pour un militant qui s'oppose à la chasse à courre, qui est actuellement dans le coma, qui a été tabassé par des personnes qui pratiquent la chasse à courre en France. Là, c'est de la violence, ça n'a pas fait autant de une que les boucheries. C'est quand même du harcèlement. Si on vient casser votre vitrine, inscrire des choses sur les... C'est quand même du harcèlement. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le rang du harcèlement. Effectivement, ça ne fait pas plaisir. Nous, ce n'est pas notre stratégie. Mais derrière, il y a un message. Et on n'a jamais autant parlé du sujet du véganisme que depuis. Enfin, pas que depuis, mais ça a beaucoup favorisé la médiatisation du terme vegan. Et notamment pour les gilets jaunes, pareil. Si les gilets jaunes défilaient gentiment avec les syndicats comme d'habitude, classiquement, on n'aurait pas autant entendu parler de ce mouvement social. Mais ça n'engage que moi, c'est pas la position. Vous n'êtes pas militant, vous, hein, vous êtes juste bénévole, vous me l'avez dit. Je suis les deux. Vous faites les deux. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici pour nous éclairer un peu sur ce qu'était le véganisme. Et puis pour aller plus loin, Révolution végane, inventer un autre monde aux éditions Duno. Préface de Mathieu Ricard. Tiens donc, voilà. Merci à vous d'être venu ici. Merci beaucoup. Puis merci à vous.